applicative et qui est du de Scala. Donc, pour ma part, je m'appelle Antoine Michel, je travaille à Singularity en tant que CTO. Donc, à Singularity, on fait des applications web majoritairement pour nos clients assez diverses et variées qui vont de la petite application à très faible charge aux énormes applications des gens de web qui génèrent des terras par jour. Et donc aujourd'hui l'idée c'est qu'on voit un petit peu, ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille sur 2 concepts qui sont CQRS et event sourcing. C'est de voir un peu comment sur ces 2 ans on a exploré ces concepts sur des tout petits projets et comment ces tout petits projets vont soit devenir gros, soit ont déjà commencé relativement gros. Alors bon, déjà on va commencer un peu par la théorie, histoire de voir un peu tous les concepts, de voir un peu qui connaît quoi. Alors déjà CQRS, qui a déjà entendu parler de ce terme? Ok, donc ça commence à être plutôt bien répandu, il y a eu pas mal de littérature récemment dessus, donc c'est un concept un peu vieux mais qui commence à avoir pas mal de succès. Donc CQRS pour Common Query Responsibility Segregation. Alors, donc l'idée principale étant tout simplement, qu'est-ce qu'on veut faire avec CQRS? On veut séparer complètement la partie commande des queries, donc la partie commande pour l'écriture, la partie query pour la lecture. Et on met quelque chose entre les deux qui va réussir à faire passer tout ce qu'on fait en écriture sur notre modèle de lecture. Donc à quoi ça sert dans la pratique? Tout simplement, mes modèles de lecture et mes modèles d'écriture sont généralement, peuvent être très différents. Et donc soit je vais commencer plutôt en pensant à la lecture et je vais avoir un modèle qui va être très compliqué pour un projet, par exemple un système de gestion de projet avec des tickets. Les tickets sont dans une structure arborescente et typiquement je vais avoir un top object avec mon projet, différents tickets dedans et par exemple j'ai envie de savoir quels sont mes budgets sachant que mon budget est soit une fonction soit une valeur concrète. Donc en écriture, si jamais je veux vouloir savoir à peu près ce qui se passe, j'ai envie que ce soit plus ou moins un arbre et je vais pouvoir partir sur mon arbre et faire des accumulations successives pour avoir mon budget total. Par contre, en lecture, c'est pas super génial. L'idée, par exemple, c'est que si je veux faire une recherche de tous les tickets qui ont plus de 20, par exemple, si jamais j'ai un arbre, je vais un peu souffrir, notamment à partir du moment où je vais avoir une profondeur assez importante et ma query va être de plus en plus longue. Mon algo pour la faire de plus en plus compliqué, dès que je veux rajouter une nouvelle variable de sélection, ça va juste devenir l'enfer. Vraiment, l'idée, c'est juste, je sépare complètement les deux comme ça. Je pense qu'à la lecture quand je fais mon modèle de lecture, je pense qu'à l'écriture quand je fais mon modèle d'écriture. Et ça m'aide et ça me permet surtout d'avoir de fonctionnalités, d'être assez évolutif pour en ajouter des nouvelles. Event sourcing, qui a entendu parler. Les deux vont généralement ensemble. Donc le principe d'event sourcing c'est quoi? Donc, pour changer un petit peu des boîtes, on va plutôt écrire des types, et jusqu'à là ici quand même. Alors, ça peut prendre plusieurs formes. Donc, l'idée d'une application event sourcée, c'est au lieu d'avoir un état simple, je vais plutôt avoir une liste d'événements. Mes événements, ça peut être tout n'importe quoi. Je me suis connecté, j'ai acheté un objet. J'ai un état initial et je vais lui passer une fonction qui va savoir à partir de mon ancien état d'un événement courant me calculer un nouvel état. C'est assez fonctionnel, c'est idéalement pur. Bien sûr, on va avoir d'autres variantes parce que dans la vraie vie, on ne peut pas toujours faire plus pur. Mais donc ça a pas mal d'intérêt à ce niveau-là. Si on voit les variantes un peu moins pures, donc typiquement ça peut aussi ressembler à ça, les event sourcing. Je vais avoir une liste d'événements, je vais avoir une fonction qui prend mon événement, qui fait un effet de bord dessus et qui me compte absolument rien vu que c'est un effet de bord. Et par exemple dans ce cas-là, c'est juste mon application, j'ai un event bus qui m'envoie plein d'événements divers et variés. Et à partir de ça, je vais vouloir calculer par exemple une vue de ces événements. Donc simplement ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon événement, faire un side effect, par exemple faire une écriture en base de données, ça peut être tout n'importe quoi, ça peut même être envoyer des notifications mail par exemple, parce que les faire des écritures, ça peut être vraiment, on peut sourcer beaucoup de choses différentes. Et encore une variante un peu compliquée, donc on peut aussi avoir la notion de commande de CQRS, qui existe aussi quand on transfère event sourcing à commande sourcing, quelque chose d'un petit peu différent, qui est qu'en event sourcing, quand je prends un événement que je calcule, c'est-à-dire qu'un événement a déjà été accepté par la plateforme, il est valide. Donc c'est là que j'ai déjà fait toute l'étape en amont. Le command sourcing va inclure aussi le processing, va accepter ou non un événement. Donc typiquement, qu'est-ce que je vais faire dans ma fonction d'un petit peu variée? Donc je prends toujours mon état à ma commande. Sauf que cette fois-ci, je vais retourner, est-ce que ça s'est bien passé? Mon nouvel état et la liste des événements qui ont été générés par ma commande. Par exemple, dans le cas de mon ticket, j'ai pris mon write model, j'ai modifié un ticket de throw.
j'ai pas envie que je dise juste à ma partie qui va générer ma vue, j'ai modifié ce ticket-là. J'ai envie de vous dire tous les tickets qui ont été modifiés, parce que mon bright model le sait très bien, c'est facile pour lui. Pour Marc Corey, ça va être beaucoup plus dur. Donc là, l'idée, c'est que je vais prendre mon nouvel état, donc je vais être envoyé en dur. Donc là, je vais stocker sur mon snapshot que je vais garder une mémoire. Et surtout, je vais envoyer tous les événements qui ont changé. Donc, par exemple, si jamais j'ai 10 tickets qui ont changé, je vais envoyer un événement pour chacun des tickets qui a changé. Ça va être assez facile après pour votre partie lecture d'aller voir tout ça là-dedans. Alors, un cas concret, à quoi ça peut nous servir? Donc, voilà, je vais avoir quelque chose qui va me générer des tickets, donc c'est par exemple l'application web. Donc, je fais un ticket, ça me fait un événement, je modifie un ticket, ça me fait un événement, je supprime, ça me fait un événement. Tout ça va être mis dans un log d'événements. Sauf qu'à partir de là, du coup, un des gros intérêts, c'est d'avoir plusieurs règles modèles. Parce que quand je vais faire une lecture, par exemple, si jamais je veux faire une liste, je veux faire une recherche, j'ai un client qui a un autocomplete, par exemple. Si jamais j'utilise une base de données assez classique, au fur et à mesure que ça va augmenter, les temps de réponse vont être catastrophiques. Je vais plutôt vouloir utiliser quelque chose comme une base de données type Elasticsearch, qui va être extrêmement bien pour ça. Je vais pouvoir faire des boosts, genre beaucoup de choses en recherche. Par contre, si jamais je veux plutôt faire du parcours, j'ai plutôt utilisé une autre base de données. Vraiment, l'idée, c'est qu'en fonction du use case, même en lecture, rien ne m'empêche d'avoir plusieurs modèles de lecture. Et surtout, l'intérêt ici, c'est qu'ils sont complètement synchronisés. Bon, je ne pourrais pas vous garantir que quand je vais lire un objet dans mon GraphDB, il a été déjà mis à jour dans mon Index. Bon, après ça, c'est des points de consistency. On sait le gérer de plusieurs façons, et notamment reporter ça plutôt côté client, avec des clients assez interactifs qui vont pouvoir nous mettre les choses dans le bon ordre. Alors, du coup, on a vu CQRS, on a vu Event Sourcing. On se rappelle qu'il y avait un petit point d'interrogation sur la partie CQRS. Et donc l'idée, c'est que tout simplement, on va mettre l'event sourcing à ce niveau-là. Donc sur notre commande, on va récupérer la version simplifiée du command sourcing qui passe du coup dans l'event log sur le succès. Et donc, sur le q-handler, c'est la chose qui va calculer ma vue. Donc là, c'est la version side effect. Sachant que mon événement a déjà été accepté par la partie commande, ce que j'ai à faire, c'est recréer ma vue. Enfin, c'est la à partir de là. Donc, du coup, un command sourcing en entrée, un event sourcing pour générer ma vue, et donc du coup les boucler. Et on a quelque chose d'assez intéressant ici, c'est que la donnée ne va pas toujours dans un seul sens. C'est-à-dire qu'elle passe en commande et on n'a jamais d'aller-retour. Donc c'est un modèle très simple pour raisonner, pour implémenter et pour maintenir, parce que la donnée va toujours avoir un flow assez simple à identifier qui va tout simplement je rentre ça. Ok, alors assez pour la théorie. Vous voyez voir un peu ce que ça peut donner dans la vraie vie, dans la presque vraie vie, parce qu'on va encore faire des boîtes pour le moment. Alors, donc, juste pour voir deux, trois petits concepts de base par rapport à un schéma. Donc, on a une source. Une source, c'est quoi? C'est quelque chose qui est capable de produire un élément E. Un string, c'est quoi? C'est quelque chose qui va consommer, donc, qui va prendre un E et faire un effet de bord. Et un pipe, c'est simplement quelque chose qui va transformer la source, d'un élément à un autre, ou alors avec des événements, bon, c'est pas n'importe quoi là-dedans. L'idée, généralement, quand on construit une application, c'est de commencer tout petit, avoir un truc qui marche. Et on peut très bien, pour être pragmatique, on peut très bien utiliser notre bright model au début comme notre thread model. Tout simplement. Ouais, bien sûr, désolé. Donc on peut très bien utiliser notre bright model comme notre thread model au début. Donc là, on a une application qui n'est pas event sourcée, du coup, on va juste garder les événements sur, quelque part dans un bus. Donc là, on est parti sur une base de données super versatile qui est Mongo, par exemple. Parce que donc, je peux à peu près faire tout et n'importe quoi avec. C'est pas très spécialisé, mais je vais pouvoir faire la plupart des usages basiques. Je peux avoir du tailed pour, par exemple, faire de l'active query. Et j'ai de bonnes sémantiques d'écriture, de bonnes sémantiques de lecture. Donc je commence tout petit, j'ai juste un seul flow, donc, du coup, qui est la source de commande, qui est assez proche d'une application normale. Et je les mets dans un web store pour le moment, mais je ne vais absolument rien faire avec, je vais juste les garder. Donc on a notre début, on a notre application qui marche, et elle est restée vraiment toute petite. On a un coût d'infrastructure super faible. L'idée après, c'est que ce modèle a une bonne scalabilité, que ce soit au niveau fonctionnel, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut ajouter des nouvelles fonctionnalités et l'augmentation du coût de ces fonctionnalités, et aussi au niveau performance. Donc la première problématique de scalabilité qu'on va avoir en projet, généralement, c'est plutôt la partie fonctionnelle. C'est on est en train de monter un fonctionnel, il va falloir ajouter des nouvelles fonctionnalités, et avec le retour utilisateur, on va se rendre compte qu'on a fait soit des erreurs, soit qu'ils veulent de nouvelles choses et qu'on ne les a pas forcément pris dans le design initial. Donc du coup, on monte sur quelque chose un petit peu plus compliqué, mais un peu comme mon modèle de données, en fait, c'est de la peine en ligne. L'idée, c'est que je ne vais jamais trop modifier mes couches, je vais juste en rajouter des nouvelles.
Et donc là, sur ma première itération, j'avais déjà des événements. Et comme j'ai gardé toute cette information, rien ne m'empêche après, a posteriori, de régénérer des nouvelles vues de ces événements ailleurs. Donc là, typiquement, je vais partir avec un couple encore assez classique. Je vais garder mon logo super versatile, mais genre, le premier truc que je vais rajouter, c'est un index de recherche. Parce qu'on a toujours des queries de recherche ou tout ce qui va être autocomplete et compagnie qui sont assez gourmands en base de données, qui vont marcher assez mal sur un logo. Et donc l'idée, c'est que je garde mon command source qui n'a pas forcément évolué ou qui a pu évoluer. Et je vais rajouter tout simplement des modèles de lecture dans un premier temps. Et le tout se resynchronise. Donc mon entrée se fait par HTTP, mon retour se fait par HTTP, comme tout en événementiel. Mon sync HTTP, ça peut être du WebSocket par exemple, ou plutôt de l'event stream, enfin, qui est un peu plus sympa, on fait majoritairement quand même de la lecture. Et mon UI va se mettre à jour une fois que j'ai fait toute ma chaîne et que je vais vraiment écouter à la fin de mon OS, parce que je sais que c'est mon plan d'entrée, généralement je commence par les recherches. Donc mon UI va être relativement, on va dire que je vais considérer que mon événement est bien propagé une fois que c'est arrivé dans la recherche. Et du coup mon utilisateur va pouvoir voir au fur et à mesure où la recherche, où l'indexation se passe, les éléments qui arrivent, lui qui s'update et compagnie. Ce qu'il faut voir, c'est que même à l'intérieur de ces boîtes, c'est à peu près le même modèle. C'est-à-dire que par exemple dans mon commande, j'ai un point d'entrée unique, mais je vais avoir plusieurs handlers pour chaque type de commande. Et à chaque fois que je rajoute des nouvelles commandes, tout ce que j'ai à faire, c'est rajouter un handler. J'ajoute. Et donc du coup, j'ai assez peu de modifications à faire sur l'existant. Les seules modifications que je vais avoir à faire, c'est quand je change mes protocoles, sachant que l'idée c'est de quasiment jamais les changer. On est censé toujours mettre en prod à chaud. Si jamais, je peux jamais mettre tous mes nœuds d'un coup up. Donc si jamais j'ai un nœud qui est encore sur l'ancienne version et qui reçoit des commandes ou autres de mon store, il doit être toujours capable de le faire, même si jamais que ce soit un ancien nœud ou un nouveau nœud. Donc l'idée c'est qu'on va plutôt passer par des étapes de traduction. Par exemple, le nouveau nœud va toujours garder les anciennes commandes, mais il va par exemple les traduire vers des nouvelles, etc. Donc en gros l'idée c'est vraiment on ajoute tout le temps, et éventuellement de temps en temps quand on est sûr que l'événement ne peut plus exister quoi qu'il arrive, même sur une ancienne version, je peux commencer à me permettre de supprimer du code, du coup je supprime tout le code dans un seul bout. Donc il n'y a pas de. La gestion du code mort reste assez sympathique. Et donc après, on peut encore itérer comme ça. Donc par exemple, une fois qu'on va rencontrer des problèmes de performance, mon event bus qui était mon go avant avec une telle collection va juste plus marcher. Donc je peux commencer à sortir l'artillerie lourde, l'application commence à avoir pas mal d'utilisateurs. Donc je peux me permettre d'investir un peu en infrastructure. Donc par exemple, on va pouvoir prendre un outil comme Kafka, donc, qui est assez sympa, qui a des bonnes sémantiques au niveau de sa queue, qui se distribue énormément. Et surtout, l'un des premiers problèmes qu'on va rencontrer en event sourcing, c'est la compaction. C'est-à-dire qu'on en a un only, c'est sympa, mais avoir un disque qui grossit en taille de façon indéfinie, ça peut poser problème. Donc des outils comme Kafka, par exemple, vont gérer ma compaction tout seul, sauf la compaction un petit peu fonctionnelle. Le problème de la compaction, c'est par exemple, mes événements, en plus d'avoir des données, ils stockent une intention. C'est-à-dire que par exemple, j'ai l'intention d'avoir voulu acheter, j'ai l'intention d'avoir voulu consulter un profil, mais c'est des données qui peuvent être par exemple super intéressantes pour tout ce qui va être machine learning, big data, tout ça. Et donc tout simplement, on va par exemple rajouter un petit HDFS à côté, où on va juste bêtement archiver tous les événements. Et si plus tard on en a besoin pour essayer de faire du profiling d'une opinion, etc., donc ça sera toujours là. Et on va dire que ça va mieux supporter le fait d'avoir des données en Apple Only quasiment indéfiniment, contrairement à des queues classiques ou alors même à des restores derrière. Ok, alors donc on a fait des bols, c'est sympa. Maintenant on va un peu voir à quoi ça peut ressembler au niveau du code. Donc là l'idée c'est qu'on va parcourir, donc ça fait à peu près 2 ans maintenant, on a fait plusieurs tentatives d'implémentation, toutes assez différentes. Et l'idée c'est de voir un petit peu comment est-ce qu'on l'a approché, quels sont les problèmes qu'on a vus et comment on a itéré pour avoir quelque chose d'assez intéressant. Alors. Au niveau zoom, ça va au niveau zoom, c'est assez visible. Ok, donc l'approche la plus simple, on souhaite quand même que ce soit un minimum distribuable, on souhaite pouvoir faire un peu ce qu'on veut avec, et c'est complètement asynchrone. La première chose à laquelle on va penser, c'est simplement à le faire sous forme d'acteurs. Donc c'est assez simple, on va prendre 3 acteurs différents, donc on retrouve notre source qu'on avait vu avant, qui en fait va tout simplement prendre une fonction qui, quand je lui demande, va être capable à un certain instant de me donner un nouvel événement.
Et tout ce que je vais faire, c'est coller cette fonction au fur et à mesure. Donc là, par exemple, je prends au premier pôle, je prends mon provider. Là, c'est un effet de board pour mon storage. Je récupère un élément, je vais l'envoyer à tous les enfants qui souhaitent l'écouter, donc qui ont été définis dans le paramètre Things. Et après, tout simplement, je me rappelle moi-même pour dire c'est bon, tu peux continuer. Le sync est aussi assez simple, jusqu'à ce qu'on voit les lignes 26 et 28. Tout simplement, un side effect, c'est quoi? Donc, ça prend une entrée et ça va faire quelque chose avec. Donc, un call en base, envoyer un mail, republier dans un autre event store, par exemple. Le petit problème là-dedans, c'est que on est obligé d'utiliser des futurs, forcément, parce que de préférence, on va éviter de bloquer tous nos acteurs. Mais les acteurs jouent assez mal avec les futurs, tout simplement parce que je ne peux jamais arrêter la consommation de ma mailbox. Donc, si jamais je prends un événement, je fais un side effect dessus, il va directement prendre un nouvel élément avant que mon effet de bord soit fini. Donc, si jamais par exemple ce sont deux événements qui sont dépendants l'un de l'autre, je vais avoir un gros problème de cohérence. Donc, je suis obligé de sérialiser de séquencer tous mes événements. Donc là, ça va être le premier drawback, c'est que je vais être obligé d'avoir un système de lock and lock. Bon, ici, je l'ai mis explicitement sous forme de fonction. On peut utiliser des choses intéressantes en acteur, type les stages, des choses comme ça. Le problème, c'est que ça casse la sémantique des acteurs dans le sens où ma mailbox, du coup, va être consommée toujours très rapidement, complètement indépendamment du fait de ma rapidité de traitement. Donc, si jamais j'utilise par exemple des routeurs ou des dispatchers qui vont être fonction de ma rapidité de traitement, ils vont juste ne plus servir à rien. Dans tous les cas, il va avoir l'impression que je traite tout très vite. Et tout ce que je vais faire, c'est en fait au final stocker en mémoire tout ce qui attend. Donc déjà, je vais avoir un problème de mémoire qui va grossir infiniment. Et si mon acteur crash, j'ai tout perdu à part que je rejoue le tout. Donc ça va être un des problèmes qu'on va trouver avec ce type-là. Le pipe, très classique, donc c'est pareil, une fonction qui prend un i, qui retourne un o. On a le même, c'est assez proche du sync. On a toujours les mêmes besoins. Quand on fait une transformation, à partir du moment où on a un effet de bord dessus et que j'ai des événements dépendants, je suis obligé d'attendre que tout avance. Et donc bon, alors la même topologie, si ce n'est qu'à la fin, ça va être un mix entre un sync et un source, donc, qui va prendre l'élément et simplement revertir le résultat à tous les éléments qui souhaitent l'écouter derrière. Du coup, comment ça se passe comment est-ce que je compose mon système? Donc ça, à ce niveau-là, au moins, c'est assez sympa. On va avoir une vue très rapidement, on va tout de suite comprendre le point entre notre système. On va avoir un point d'entrée assez détaillé qui va simplement dire voilà, j'ai un système avec un certain nom. Je vais avoir une liste de sources et des transformations successives de sources en pipe. Et du coup, ça va quand même être assez sympathique. Au moins, à ce niveau-là, c'est que c'est super expressif. On va tout de suite avoir une bonne idée. Si jamais j'ai un bug ou n'importe quoi, je vais tout de suite avoir une bonne idée de où est-ce qu'il faut que j'aille chercher. Tout est vraiment bien défini. C'est vraiment un seul endroit et surtout, on le voit encore le sens du flux. Rien que l'orientation exprime le sens du flux. Donc, sur cette partie-là, au niveau de la core complexity, super élevé, donc principalement à cause du système de log pour séquencer les appels. Donc généralement, dans l'implémentation Sula, c'était basé sur des STM, c'est des choses assez compliquées à manipuler et à bien faire. Et surtout au niveau contention, c'est assez horrible. C'est-à-dire qu'on va avoir déjà une contention au niveau de la mailbox qui synchronise, et en plus, encore à l'intérieur de l'acteur, je vais encore avoir un système de synchronisation. Donc on paye le prix assez élevé. Quand je vais développer l'app, c'est-à-dire quand je vais être hors du cœur, ça va être assez simple, puisque au final, tout ce que je vais faire, c'est des acteurs qui prennent des messages d'événements et qui vont juste soit faire un effet de bord dessus, soit le retransformer, le renvoyer, et ils n'ont aucune visibilité entre guillemets sur l'extérieur. Donc du coup, au niveau productivité, c'est sympa. Quand je travaille sur une partie du système, j'ai pas besoin de comprendre aucun autre aspect du système. Je vais juste travailler dans mon coin, et de toute façon tout le reste c'est complètement indépendant. Au niveau des tests, pas trop mal. Les gros problèmes, c'est tous ceux qui ont des effets de bord, on a le même problème classique, il faut les moquer, c'est pas génial. Par contre, pour tout le reste, tous les acteurs sont relativement indépendants, on peut facilement les mettre dans un contexte ou dans l'autre. Donc on va pouvoir facilement jouer des textes, et dans tous les cas, l'event sourcing est sympa là-dessus, dans le sens où je vais juste prendre une liste d'événements qui a plus ou moins une sorte de suite métier d'actions effectuées, et à la fin, je vais juste vérifier si mon état est toujours cohérent, et ça va garder quand même ses propriétés. Une fois
quand on est passé sur rédacteur, on s'est dit, bon, on va quand même essayer de trouver quelque chose d'un peu plus sympa, d'un peu plus séquentiel. Et surtout, quand on a remarqué au niveau de l'implémentation, on avait l'impression de réimplémenter quelque chose qui existait déjà et qui s'appelle les iteratis. Alors, donc du coup, l'idée du coup, c'est de reprendre seulement quelque chose qui est très proche d'un simple processing, en fait, puisque un iterati enfin, le couple énumérateur et énumérati est déjà très proche. On retrouve quasiment les sémantiques source, sync, pipe, avec source, énumérateur, sync, iterati, pipe, énumérati. Une petite chose près, l'un des autres soucis des acteurs, c'est qu'ils sont push-based. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le producteur qui va contrôler la rapidité du flux. Ce qui est quand même pas génial, parce que généralement, c'est plutôt nos consommateurs qui vont être là, en fait, ceux qui font des effets de bord. Et si jamais mon flux devient trop rapide et que mes consommateurs ne peuvent plus gérer la chose, ma mailbox va exploser, ça va faire de la out of memory. Et donc l'idée ici, c'est les itératifs gèrent la pressure par défaut, donc autant y aller dans ce sens-là, et aussi le gérer avec nos processeurs. Donc l'idée, c'est qu'on va tout simplement se rappeler à chaque fois de quel dernier élément qu'on a vu et repartir à partir de là. Donc c'est pour ça qu'une source, du coup, va avoir trois choses. Donc stream event, c'est tout simplement le présent. Donc si jamais je connecte un front web par exemple, il va tout simplement écouter le présent pour se actualiser. Si jamais j'ai un consommateur qui a crashé et qui doit redémarrer mais qui est en retard, tout simplement il va dire voici le dernier événement que j'ai vu et s'il te plaît donne-moi le tout pour rattraper. Et sinon la concaténation des deux qui est tout simplement je stream tous les événements que j'ai pas vus et après continuer avec le présent. Ok, donc du coup au niveau du sync, le sync est du coup complètement stateful, c'est-à-dire qu'il doit savoir à partir de quand il doit reprendre. Donc la première chose qu'on va faire, c'est récupérer son state. Donc si jamais j'ai fait l'écriture en base, c'est assez simple, je vais tout simplement aller chercher en base quelle est la dernière écriture et quel est le numéro de l'événement de la dernière écriture. Et à partir de là, je vais tout simplement appeler ma source, qui va en lui passant tout ce qui se passe à sa ID, le mapper, utiliser l'API énumératif pour passer ma fonction pour en fait mettre à jour mon state et faire un niveau d'avance. Et pour finir, je le mets dans le sync qui va lui vraiment faire les efforts. Et une fois de plus, le pipe est tout simplement une simple concaténation assez bête au final de ce que fait un sync et un source, qui va simplement reprendre les deux, mais juste mettre un énumératif au milieu. Alors comment ça se compose? Là, on a fait un petit retour arrière du coup. Parce que on va devoir faire déclarativement, donc je vais déclarer ma nouvelle source, je vais déclarer mon nouveau pipe, je vais déclarer mon nouveau sync, et à chaque fois je passe en paramètre ces dépendances, et je lance la chose. L'un des trucs à voir avec tout ce qui est itératif énumérateur, c'est toute la gestion d'erreurs. Donc contrairement aux acteurs où j'ai ma supervision, j'ai tout ça qui marche assez bien, en itératif va tout pouvoir faire à la main. Donc mon sync.run retourne une feature de unit, et si jamais quelque chose se passe mal dans le flux, c'est cette feature qui va être complétée. Et donc du coup, il va falloir protéger ce sync.run, être capable de récupérer l'erreur et savoir comment redémarrer. Donc en gros, on va plus ou moins réimplémenter ce qui a déjà été fait dans AK. C'est assez compliqué à bien faire. Et donc c'est pas génial. Par contre, si on regarde ce que ça peut donner en implémentation, par exemple, un translate event, c'est quelque chose qu'on va mettre dans un pipe. C'est tout simplement une bête partielle fonction qui va prendre un événement en entrée et qui va me retourner une liste d'événements en sortie. Donc, bête test class, je match tous mes événements qui rentrent. Je fais mes opérations dessus et je retourne tous les événements qui ont changé. Donc là, par exemple, c'était sur un système de cardboard. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai une carte qui a bougé. Je récupère l'ancienne colonne sur laquelle elle était. Je regarde la colonne sur laquelle elle va et j'envoie deux événements différents pour que ma vue soit assez simple. Une carte a été supprimée, une carte a été ajoutée. En gros, on a transformé le move en deux opérations assez basiques. Et sur la partie snapshot, c'est un peu aussi bête. Du coup, on a deux événements à gérer et je vais juste faire une bête d'insertion en base de données quand je reçois ce type d'événement. Et pareil, ça dépend. Et quand je calcule mes snapshots, si jamais par exemple à terme j'ai besoin de faire une modification dans le format de mes snapshots, tout simplement je fais la modification dans le code, je supprime sa vue en base et mon système va détecter comme un grand que son last ID va être nul, il va reprendre tous les éléments depuis le début, il va tout recalculer et du coup je vais avoir une vue assez cohérente directement, c'est beaucoup plus simple que
par exemple, j'ai fait une modification de données dans une base SQL, j'ai pas trouvé les éléments du passé, je vais essayer d'inférer comment est-ce que je vais traduire l'ancienne source vers la nouvelle source. Ça peut parfois poser problème, notamment quand dans ce code-là, il y avait des erreurs. C'est-à-dire qu'on a simplement perdu l'information à un point. Dans le cas de l'event sourcing, on perd rien. Donc en cas d'erreur, on peut même rattraper les données qui auraient dû être gérées. Alors, par contre, donc, du coup, on voulait donc un séquencement total. Alors avec les itératives, on a eu un super séquencement total. C'est-à-dire que quand je compose mes itératives, quelque chose qui rentre en bout de chaîne va jusqu'au bout de la chaîne et doit passer toutes les étapes, tous les essais de bord, tous les futurs, avant d'en prendre un nouveau. C'est-à-dire que c'est pas progressif. Je ne vais pas rentrer sur une étape, je sors d'une étape, il y en a un qui rentre dans la branche, c'est toute ma chaîne qui va être prise en compte. Donc c'est assez dérangeant pour des questions de performance, c'est-à-dire qu'on va avoir un coût super important et en gros nos processeurs vont juste rien faire la moitié du temps. Donc bon, là l'idée c'est... Là, l'idée, c'est pas de voir le code, c'est juste d'avoir une petite idée de la complexité que ça induit en fait. C'est tout simplement, je vais devoir remettre. Donc, il y a déjà le protocole itératif qui est je veux un élément suivant, mon élément est vide ou j'ai une erreur. Au-dessus de ce protocole, on va encore en rajouter un nouveau qui va devoir justement encapsuler notre protocole métier pour pouvoir gérer justement cette partie-là où on va vouloir resynchroniser le tout. Donc, ça devient vite assez compliqué. Donc, voilà, on a fait tout notre protocole avec. Waiting for downstream hack, je veux savoir si je suis up to date, etc. Et je choisis la bonne stratégie replay en fonction de tout ça pour les performances. Donc ça, c'est-à-dire que notre corps, on a perdu l'aspect lock dans les acteurs, par contre on a retrouvé ce nouvel aspect où on a besoin de performance et donc du coup il va falloir déséquencer. Donc pendant le précédent, on a complètement séquencé, là on est obligé de déséquencer et de faire l'inverse. Donc du coup, en conclusion, on a toujours une core complexité super high. Notre table de complexité, tout est basé sur des itératives. L'API, c'est pas la plus simple du monde, notamment quand on a besoin de faire des trucs un peu custom et que les outils de base ne sont pas là à composer. On va devoir un peu rentrer dedans, écrire des énumératives à la main, etc. Au niveau testabilité, alors là pour le coup c'est assez génial, les itératives à tester, c'est assez simple, on n'a pas besoin d'avoir un contexte, on n'a pas besoin d'avoir plein de choses. On prend juste un bet, on peut cibler un opérateur avec une bet list, on peut faire les choses assez rapidement et sans aucun tooling autour. Et au niveau maintenance, le code reste quand même assez compliqué pour tout ce qui va être navigation, on va perdre un peu de temps. Alors du coup, on a les deux approches un peu extrêmes l'une dans l'autre, et donc là notre idée ça va être éventuellement de rapprocher ces deux-là. Donc on a d'un côté les itératives qui sont pas mal en stream processing, on a des acteurs qui étaient quand même bien pour tout ce qui est gestion de la topologie, supervision. L'idée c'est de voir comment est-ce qu'on peut mettre les deux en même temps. Le seul problème qu'on a avec les acteurs, c'est justement la formation très très dynamique. Donc quand on fait du Scala, on n'est pas spécialement habitué à devoir tout recaster ou alors avoir beaucoup d'erreurs. Typiquement, j'ai une classe exception, j'ai une dead letter, et je ne sais pas pourquoi. Tout ça, ça va être des choses qui vont arriver au runtime, ça va être assez dur à maintenir. Et donc l'idée, c'est de voir si jamais on peut se débrouiller pour avoir une topologie d'acteurs qui est complètement time safe. Alors, quelle approche on a pris pour ça? Tout simplement, on a déjà réduit la possibilité des acteurs. Parce que les acteurs, on peut faire pas tout n'importe quoi dedans, on peut créer des enfants dynamiquement, reciter les pools. L'idée, c'est qu'en stream processing, à part reciter les pools, notre topologie va être extrêmement fixe. C'est-à-dire qu'on peut déjà réduire beaucoup de use cases. On va pas avoir besoin, donc on va faire quelque chose de beaucoup plus simple. On va réduire notre topologie à deux choses. Donc, des parents et des enfants. Les parents envoient des événements sur l'upstream. Envoie des éléments downstream et reçoit des éléments upstream, et les enfants inversent. Donc du coup, à partir de là, on a une bonne idée de qu'est-ce qu'on peut recevoir en entrée, qu'est-ce qu'on peut recevoir en sortie. Le gros problème pour faire ce genre de choses, c'est qu'il va falloir faire une tonne d'implicites de règles. Donc c'est des implicites. Donc c'est long à écrire, c'est long à lire et c'est assez compliqué. On a même ici un cas un implicite qui est récursif. Donc un implicite qui est récursif, c'est quoi? C'est un implicite qui appelle un implicite, mais comme c'est un implicite def, ça va générer autant d'implicites qu'il y a pour résoudre tout l'arbre. Donc c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Au niveau syntaxe, on a un truc quand même assez intéressant, donc, qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait avant avec les acteurs. La seule différence près qu'ici, tout est typé. C'est-à-dire que si jamais je fais une erreur dans un acteur ou quelque chose n'est pas
quelque chose n'est pas logique, je vais avoir une erreur à la compilation directement, je ne vais pas attendre d'avoir un letter ou quelque chose comme ça en production qui pourra arriver, je sais pas, peut-être 3 semaines après ma mise en production pour me rendre compte qu'il y a un problème. Là, ça va juste complètement cracher à la compile. Le problème, c'est que le type de ce truc-là, ça ressemble à ça. Donc c'est un type absolument immonde, très très long. Quand vous avez une implicite not found et que le compilateur vous donne ce genre de type signature, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, de 1, vous devez comprendre, connaître toute la chaîne d'implicites pour savoir quelles sont les règles, et de 2, savoir quelle implicite a merdé. Par exemple, dans les implicites récursifs, si jamais ça a merdé 4 niveaux plus bas, c'est le premier implicite récursif, le premier qui appelle la récursion qui va merder. Donc du coup, j'ai aucune idée d'où ça arrive. À moins de connaître extrêmement bien le système, à moins de l'avoir fait, c'est juste pas la peine, c'est-à-dire que les heures de compilation sont juste invitables. Donc conclusion, on s'est dit bon, c'est sympa pour celui qui l'a écrit, par contre pour l'utiliser c'est quand même relativement l'horreur, j'ai pas envie de tricoter pendant des heures avec le compilateur pour faire des tests, pour pouvoir trouver la bonne combinaison d'implicite. Donc on est conscient qu'il y a la problématique de runtime en acteur. Donc l'idée c'est d'isoler toute cette partie-là complètement dans le cœur. Donc tout simplement pour bien le gérer, au moins on sait que c'est là. Il y a que à cet endroit où on le touche, on stabilise notre cœur et tout ce qui va s'exécuter au-dessus va être relativement OK. Donc du coup on passe en step 3, donc on le garde en dynamique. On prend des FSM, donc Finite State Machine, c'est une DSL au-dessus d'acteur qui nous permet d'avoir une bonne expressivité sur quels sont les différents states, comment je passe d'un state à un autre. Je crée que mes FSM de base. Donc une fois de plus, on va retrouver plus ou moins les mêmes. Donc on va avoir notre source, donc qui pour le coup là faut que je la ferme pour être consistant. Une fonction qui va être capable de donner une nouvelle source. Donc là, les sources, c'est des directives stream. Donc on va utiliser simplement la version AKStream qui va nous filer une source d'enveloppe. Et je vais définir un ensemble de cas. Typiquement, qu'est-ce qui se passe quand je suis démarré, quand je suis à l'arrêt, mon cas de base. Donc je vais tout simplement déjà m'ouvrir, donc initialiser tout ce qu'il faut. Par exemple, si je fais une Mongo Cat Collection, je vais m'assurer qu'elle est bien capée. Ensuite, je vais réveiller tous mes enfants pour leur dire c'est bon, je suis prêt. Et je vais attendre tranquillement que mes enfants arrivent pour pouvoir me lancer en starting. Donc là, voilà. Ici, par exemple, en starting, je sais que je vais pouvoir. Les enfants vont me demander des sources. Donc ils vont me demander une source depuis un certain temps. Donc je vais tout simplement appeler ma fonction provide source et pour chacun, je vais leur envoyer ce qui leur manque. Excusez-moi, ça c'est la ligne AK, c'est ça? Ouais, ça c'est la cave. Enfin, ça c'est FSM. C'est la partie FSM. Et donc une fois que tous mes enfants sont prêts, simplement je vais me déclarer comme étant démarré pour que mon application en gros ne puisse démarrer que quand tous mes enfants sont bien prêts, qu'ils sont tous rattrapés leur dernier niveau. Bon, après le close est évident. Le sync, toujours la même chose, sauf que cette fois-ci on va utiliser un flow. Donc un flow, c'est tout simplement on va prendre une enveloppe qui est un événement entrant. On va prendre une version et l'idée de cette version c'est tout simplement je vais appeler mon update state à chaque fois que je vais finir, mais je vais laisser mon effet de bord me dire quel est l'effet qui a été traité. Donc là on a une petite overview de ce que peut donner l'API ReactStream. Qui est simplement. Donc je prends une source. Alors ici j'ai l'un de mes premiers casts forcément puisque j'ai juste absolument aucune idée. Donc par convention c'est censé être un enveloppe de hub. Donc c'est là où souvent j'ai une petite faiblesse sur mes acteurs, c'est que j'ai tout simplement perdu mon type à ce moment-là. Je suis incapable de le retrouver, à moins d'utiliser ce qu'on a vu juste avant qui me permet de garder mon type sur toute la chaîne. Et donc là du coup je vais être obligé par convention de me dire bon de toute façon dans tous les cas ça peut être que ça. Et après donc la AKStream API, donc tout simplement je prends ma source, je la connecte à un side effect que je peux encore transformer, donc ça reste quand même assez proche de tout ce qu'on voyait déjà dans les iteratifs et numératifs, mais c'est beaucoup mieux nommé. Typiquement, si vous avez déjà vu tout ce qui était dans l'itératif, mappem, aucune idée de ce que ça veut dire. Mappasync, c'est beaucoup plus expressif. Source, sync, pipe et compagnie, c'est pareil, c'est des noms qui remplacent énumérateur, itératif, qui sont quand même beaucoup plus expressifs. Et tout simplement, un seul opérateur de composition qui va être le connect. Donc tout simplement, je prends ma source, je
je la connecte à mon side effect et je la connecte à mon onComplete. Donc mon onComplete, c'est ce qui va run mon flow. Et dès qu'il a terminé, je me rappelle moi-même en me disant au fait c'est bon, c'est fini. Alors, donc au niveau pipe, extrêmement simple, il n'y a absolument rien à dire. C'est juste une combinaison des deux, donc ça on l'a déjà vu derrière. Donc qui va juste reprendre le flow et le side effect, qui rajoute en fait un flow en plus à celui du sync. Alors, comment je crée ma topologie? On est assez proche de ce qu'on avait dans la première version aussi acteur. Gros problème là-dessus, comme vous pouvez le voir, tout ce qui est enveloppe writer, command writer et compagnie, donc ce sont normalement des implicites. Les implicites sont devenus assez compliqués, notamment parce qu'au runtime, on a perdu pas mal de choses. Et tout simplement, même si les implicites sont bons, le compilateur n'arrive juste pas à les trouver. Donc ça reste quand même assez compliqué. Donc du coup, tout simplement, ça va un peu polluer le code, on va devoir les rajouter. Donc il faut qu'on trouve un moyen pour rendre ça un petit peu plus sympathique à écrire. Et sinon, une fois de plus, donc là, on a un flux total, on a un flux commande sourcé et un flux event sourcé. C'est juste la première partie qui va prendre la commande et la transformer en event. Ça reste assez court quand même, avec beaucoup une composition là, on a juste en l'heure qui va être pour le coup juste un seul flux qui est je vais gérer mon flux d'utilisateur. Et en gros, j'ai toute mon application qui est composée dans ce point-là où je fais les injections des différentes dépendances. Alors, pour parler un petit peu de ReactiveStream, donc du coup, c'est une API assez nouvelle, donc, qui a pas mal changé. La première version est arrivée il y a 6 mois sur AkaStream, donc c'était la Scala DSL tout court. Je ne sais pas si vous avez remarqué les nommages, mais nous on utilise la Scala DSL2 qui est arrivée récemment. Scala DSL à l'origine c'était 3 types, Scala DSL2 c'est 15 types. Donc la complexité a bien grossi depuis, sachant que la promesse était quand même d'avoir quelque chose qui soit plus simple, plus itératif. Donc le nommage est fait, entre guillemets, le nommage le rend plus simple. Pour tout le reste, c'est relativement la même chose au final. Ça reste les mêmes opérations et une complexité quand même assez importante. L'autre aspect sur ActiveStream, c'est que c'est pas intégré du tout. Donc là, il faut s'amuser. Donc par exemple, ici, si on a du ReactiveMongo qui nous prend un énumérateur, il va falloir aller traduire cet énumérateur. Donc vous voyez aux 2 premières lignes que c'est assez moche. C'est long à faire bien entre guillemets. Les ReactiveStream définissent beaucoup de règles qui rendent par convention le développement de ce type d'application plus facile entre guillemets. Donc typiquement, je sais exactement que je vais pas avoir plusieurs calls sur request tant que la précédente n'a pas été faite. Donc en gros, je suis quasiment dans un cas où je suis thread safe avec des variables complètement qui devraient normalement ne absolument pas être. Ça reste quand même un hack, c'est aussi assez long à développer, à bien avoir. Ça passe pas le TCK pour le coup, donc c'est pas encore bon, c'est pas encore comme ça en prod. On espère que dans tous les cas d'ici là, on est plus, ça va être plus ou moins adopté, sachant que ça va passer dans Play, il va forcément y avoir toutes les traductions des numérateurs itératifs directement dedans. Donc pour moi, ça a besoin de gagner un peu en maturité, en stabilité aussi, parce que quand on voit la différence entre Scala DSL et Scala DSL2, ça fait quand même assez peur pour quasiment tout reprendre. Donc pour le moment, c'est un bon début, donc ça c'est quelque chose, donc pour le coup c'est la seule partie de code qui n'est pas encore en prod, donc de toute façon on met pas en prod des choses expérimentales. L'idée c'est que ça passe quand même, qu'un proto passe un proto qui la prod passe premier semestre 2015 où normalement on devrait avoir ActiveStream qui arrive et qui devrait être relativement finalisé. Et donc pour conclure sur celui-là, pour le coup on n'a toujours pas résolu notre problème de core complexity. Le core est encore vraiment compliqué. Ce qu'on ne voit pas là-dedans aussi, c'est que pour tout ce qui va être synchronisation, on n'a toujours pas complètement viré la couche synchronisation. On a encore des STM qui traînent, notamment quand on a des transformations avec des side effects et qu'on a besoin. Ce qu'il faut voir, c'est que dans toute la chaîne, en fait, vu qu'on ne sait pas à quel endroit sont les producteurs, tant qu'il n'y a pas un producteur physique, entre guillemets, donc par exemple une base de données, ça va remonter la chaîne, composer avec la transformation d'avant, composer la transformation d'avant, jusqu'à arriver à un producteur physique pour être sûr qu'à tout moment j'ai bien tous mes éléments parce que j'ai pas envie de gérer le buffering, j'ai pas envie de gérer toutes ces choses compliquées
et les queues le font très bien. Cependant, le problème, c'est que vu que c'est des flots de composition, que mes side effects, je suis obligé de les avoir, qu'ils soient exécutés qu'une seule fois, je suis obligé de synchroniser le prochain événement pour être sûr que mon side effect est bien déjà arrivé quand ça passe dans l'autre bout de la chaîne. Donc on n'y est pas encore tout à fait. Au niveau productivité, c'est quand même plus sympa que les iteratifs, là, donc on n'a jamais eu besoin d'en faire des customs encore. Donc c'est-à-dire que, bon, à part le Rectistream de traduction d'énumérateur qui est custom, pour tout le reste, les KI commencent à être sacrément bien fournis. Ils ont déjà eu, je pense, beaucoup de cas en prod. La gestion des erreurs est aussi beaucoup mieux faite. On peut rajouter de façon assez active des listeners, des choses comme ça. Par contre, sur qu'est-ce qui se passe en dessous, dans Rectistream, tout est traduit en acteur. Donc ils ont ce qu'ils appellent le flow materializer ou acteur flow materializer, qui va nous reprendre toute cette description de stream et nous créer des suites d'acteurs derrière. C'est pas très prédictif, vous allez avoir plus ou moins les mêmes problèmes sur les acteurs derrière, notamment au niveau de l'overhead runtime. Bon, après, là-dessus, je pense qu'ils travaillent pas mal aussi sur l'aspect performance, sachant que c'est quand même censé être assez performant. Pour le moment, c'est pas le cas, c'est moins performant que des iteratifs par exemple. Mais probablement, quand ça va sortir, ils auront réglé tous ces problèmes. Au niveau de testabilité, c'est pareil que les iteratifs. Et au niveau maintenance, à part ces petites choses-là dans le cœur qui sont pareil assez dures à avoir bien, on a très peu de maintenance à faire en général, pour le moment en tout cas sur tout ce qui est review, sur tout ce dès qu'on a des bugs à faire. C'est assez rare que le cœur en tout cas applicatif, toute la business logique ait des problèmes. Voilà, c'était un petit overview donc, sur tout ce qu'on avait pu faire sur l'event sourcing, les différentes approches qu'on a eues. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le sujet. Je suis pas sûr d'avoir bien compris dans le dernier scénario comment tu gérais le fait que tu avais un problème d'ordonnancement d'un message et que tu pouvais en traiter un alors que l'autre n'était pas encore arrêté. Alors, par exemple, si je prends mon pipe ici, donc en fait l'idée de mon pipe, c'est de faire ma transformation. Sauf que quand je vais m'attacher dessus, je vais vouloir écouter en gros les résultats qui sont mes enveloppes de Go. Sauf que mon side effect, je ne vais pas pouvoir directement le lier dessus. Et je ne peux surtout pas le rejouer. Donc je vais avoir un flux qui va être mon pipe va entretenir son propre flux, qui va prendre son flow, son side effect et l'appliquer. Et quand un enfant va lui demander un provider, il va lui redonner donc, sa source à lui, sur laquelle il va appliquer son flow à lui, mais il ne va pas appliquer son side effect. Donc je dois m'assurer à tout moment que quand je lui passe un nouvel élément, ce soit déjà passé par la partie side effect. Et du coup, on n'a pas de manière, on ne peut pas vraiment se permettre de mettre side effect et flow en même temps. Même si nos side effects sont idempotentes, on va pas les rejouer à chaque fois, on n'a vraiment pas envie de perdre du temps à les refaire.